De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, nous recevons nos observateurs du mardi, à savoir Mehdi Ahmed. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Harold, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous avons Daryl Pézron aussi sur le plateau. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir à la Guadeloupe. Alors Daryl qui nous a proposé une thématique pour ce soir, à savoir s'intéresser à la Maison de l'Europe. Et il a donc convié sur le plateau Christiala Radin, qui est présidente donc de la Maison de l'Europe. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes en compagnie de Mika John, qui est vice-président donc de la Maison de l'Europe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, explique-nous le projet. Explique-nous le projet d'Harry. On va dire que le hasard fait bien les choses. Alors, j'ai rencontré justement Christiala lors justement un événement sur l'entrepreneuriat et justement elle m'a parlé de son association, de ce qu'il représentait et justement je vais en profiter comme ils sont là sur le plateau pour pouvoir présenter leur structure qui est là justement pour aider à guider justement que ce soit associations, entreprises, professionnels, justement tout ce qui régit on va dire le cadre européen, que ce soit les lois, les financements et ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer tout ceci, justement. Tout ça plus amplement en détail. Avant de commencer et d'ouvrir le débat, qu'est-ce que tu portes en fait? Ah oui, c'est vrai. Tiens. C'est vrai. Alors, ça m'a interpellé parce que j'ai vu Yop dessus, je me suis dit ça a l'air local, ça a l'air local. Ça. Effectivement, donc quoi, effectivement. En fait, il s'agit d'une structure que je représente qui s'appelle Caricura eSport, qui a pour fondateur Manuel Ornem, qui j'espère sera présente à partir de la deuxième partie de l'émission, où on met en avant justement toutes les structures d'e-sport. Donc le e-sport, c'est le sport sur les jeux vidéo. Et, le sport compétitif et électronique dans les jeux vidéo. Et justement, on a pour objectif de développer ce domaine-là sur le territoire, que ce soit guadeloupéen, martiniquais, guyanais, afin de mettre en avant souvent des jeunes qui ont beaucoup de talent dans les jeux vidéo. Et c'est vrai que c'est une structure qui malheureusement est assez étrangère par chez nous. Mais il faut savoir que c'est, en termes de financement actuellement, que ce soit dans les grands pays tels que les États-Unis, la Chine et tout, il y a énormément de millions qui sont brassés, voire même des milliards dans ce secteur-là. Et déjà, jouer aux jeux vidéo maintenant et se filmer, c'est un métier. Maintenant, c'est un travail, ça peut rapporter de l'argent. Exactement, et justement, je vais justement faire un clin d'œil à l'un de nos joueurs qui s'appelle Manuel, notre Manuel, qui justement a participé à une compétition de FIFA aux Antilles pour représenter la Guadeloupe et il s'est qualifié pour les phases finales en Roumanie. En gros, il va affronter tous les meilleurs joueurs du monde et ça aura lieu justement en juin. Donc à l'occasion, pour montrer comme quoi, même sous notre territoire, on a des champions en tout. Guadeloupe, t'es le champion, mais t'es le champion en toute discipline confondue. Tout simplement, si je devais dire quelque chose, très simplement, il faut oser faire les choses. C'est ça. Aussi simplement que ça, et par moments, ça peut vous amener à des endroits que vous ne soupçonneriez pas. Très bien. Comme là actuellement, pour ce qu'on va parler de la Maison de l'Europe. Alors, en quoi pouvez-vous nous être utiles? Dites-nous déjà, tout. qu'est-ce que la Maison de l'Europe? Pourquoi avez-vous été créé et quelles sont vos missions principales? Donc, il faut savoir que la Maison de l'Europe, de manière générale, il y en a à peu près 38 en France, réparties sur toute la France. La Maison de l'Europe de Guadeloupe est la première, en fait, dans les Outre-mer qui a été créée, donc il y a déjà un peu plus d'1 an. Et l'objectif, avant tout, des Maisons de l'Europe, c'est de communiquer et d'informer sur les politiques européennes. Donc tout à l'heure, je suis au téléphone avec une personne qui m'a demandé si on est dans un parti politique. On n'est pas dans un parti politique. Voilà, on n'a pas de parti pris dans la politique, mais on est là vraiment pour amener l'information au plus près de la population. Donc, communiquer sur toutes les politiques européennes. Voilà, c'est ça. Politiques européennes qui on sait qu'on fait partie de l'Europe, mais qui nous paraissent très lointaines. Tout à fait. Et aujourd'hui, elles sont très impliquées dans notre quotidien. Quand on peut parler des émissions des CO2, on peut parler de la transition énergétique ou écologique. Quand on parle quand on parle par exemple tout ce qui est automobile, aller vers l'électrique, tout ça, ça rentre aussi dans les politiques européennes. Donc il y a certains objectifs qui sont fixés, que la France est censée respecter. On sait qu'on n'est pas très bon, par exemple, au niveau de la transition écologique, on n'est pas très bon, mais vous pouvez donner une petite idée des indicateurs de ce qu'on devrait faire ou pas pour améliorer un peu la situation.
Alors, nous, on amène vraiment l'information. Après, il faut savoir qu'on a des spécificités qui sont particulières puisqu'on est une région ultra-périphérique, ce qu'on appelle RUP souvent, puisqu'on parle beaucoup en jargon. Donc, c'est déjà de comprendre aussi par rapport à notre statut de région ultra-périphérique, quel est l'impact. Donc, au niveau européen, c'est objectif 2035, si on parle par exemple de tout ce qui est transition énergétique, écologique. On dit fin des véhicules thermiques, par exemple, en 2035. Bah, en tout cas, l'objectif. Ce qui est annoncé. Hein, voilà, c'est l'objectif. Aujourd'hui, il y a des objectifs qui sont proposés. Et l'objectif, en tout cas, si c'est un objectif, c'est de l'atteindre. Maintenant, tout est mis en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif. Après, il y a la notion du prévisionnel et du réel. Prévisionnel réel, il y a une grosse marge entre les deux. Mais effectivement, donc, une fois effectivement que vous recevez ces directives, on va dire, européennes, vous devez faire les mises à jour auprès des institutions, des organismes, parce que ça évolue beaucoup, la législation européenne. Alors nous, on n'a pas cette casquette de, de dire aux institutions ce qu'elles doivent faire, puisqu'elles ont le lien direct comme nous aussi au niveau des informations. Maintenant, nous, on se concentre principalement sur la population, les acteurs économiques, où on essaie de ramener et vulgariser l'information. On sait qu'aujourd'hui, au niveau des institutions européennes, c'est beaucoup de jargon, c'est parfois des pavés très longs quand on s'attarde en fait sur une thématique. Donc l'idée, c'est de pouvoir rendre cette information un peu plus lisible et accessible. Donc vous vulgarisez, en gros. C'est ça. Et justement, est-ce que vous avez qu'un rôle de vulgarisation ou vous avez aussi le droit de remonter peut-être des demandes de la population vers les plus grandes institutions? Alors la question, c'est une très très bonne question. Alors il faut savoir que justement en octobre, on a eu l'occasion de faire un déplacement sur la France et dans différentes régions. Et on a pu aussi rencontrer la représentante de la Commission européenne où on en a un peu discuté de cette notion de remontée d'informations. Donc oui, on a la possibilité de le faire. On nous a donné l'autorisation de le faire. On nous a donné aussi les canaux pour pouvoir faire les remontées si besoin. Maintenant, il faut savoir que les remontées, ça doit être structuré. Ça veut dire qu'il faut un certain nombre quand même de personnes qui souhaitent faire remonter un certain nombre d'informations. Après, ça peut être lié à un secteur. Et voilà, et nous, on se porte, on va dire, garant pour ce groupe, pouvoir amener l'information aux personnes concernées. Donc auprès de la population, vous avez soulevé justement notre caractère de région ultra-périphérique. Est-ce que ça a une grosse incidence justement sur l'application des politiques européennes ? Alors, le retour qui m'a été... On peut partager aussi. Hein. Oui. Oui, on peut partager. Il te laisse tout le boulot. Non, ne vous inquiétez pas, c'est son domaine. C'est ça. De toute manière, tout à l'heure, je lui laisserai le champ libre puisqu'il y aura beaucoup de choses à partager avec vous ce soir. Donc, ce sera à lui de partager avec vous. Mais en tout cas, pour les choses un peu plus... administrative, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est moi qui ai été amenée aussi à faire ces déplacements. Donc du coup, reprenez... Justement sur les régions, sur le caractère de région ultra-périphérique, est-ce que ça a une incidence ? Alors, oui, ça change quelque chose. Oui, alors le caractère région ultra-périphérique fait que ça a une incidence au niveau de l'Europe, ça veut dire que la manière qu'elle nous voit. Voilà, donc on a des choses qui sont spécifiques à notre région, qui est différente de la France, que ce soit, souvent on parle de subventions, donc s'il faut parler de subventions, il y a des dotations qui sont différentes, que la France par exemple n'a pas et que nous avons, ou qu'on a un pourcentage un peu plus élevé pour des régions en fait d'équité que par rapport à la France, pour pouvoir aussi permettre en fait un développement un peu plus poussé de ces territoires. Donc, mais ils nous voient comme la France, comme un bout de la France, ou comme l'ultra-périphérique de la France. Ultra-périphérie, oui, certes, il y a une certaine continuité territoriale, mais est-ce qu'ils nous voient juridiquement comme la France ? Est-ce qu'on est vraiment franco-français pour eux ? Alors, juridiquement, on reste français, bien sûr, parce que dans les régions ultra-périphériques, on a quand même 3 pays qui sont représentés à travers ces territoires détachés. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir permettre à ces territoires d'avoir un vrai développement un peu plus poussé. On reste quand même conscient, et ça a été souligné au niveau de la Commission européenne et du Parlement, qu'il y a
une grande différence entre la France et ses territoires et qu'il faut réduire justement cette inégalité. Donc l'idée de la réduction des inégalités, c'est aussi amener en fait un support supplémentaire, je vais dire ça comme ça, à ces territoires pour pouvoir leur permettre de se développer un peu plus vite. Donc nos enveloppes peuvent être réévaluées à la hausse. Alors, la notion des enveloppes, c'est particulier. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais dire de manière globale. C'est tout simplement l'autorité de gestion, donc la région, qui reçoit donc ces enveloppes. Et l'objectif, c'est que les porteurs de projets puissent bénéficier de ces enveloppes. Maintenant, la complexité, et c'est là où nous, on va venir vraiment en amont, c'est d'emmener en fait l'information pour comprendre déjà c'est quoi ces politiques et pourquoi il y a ces fonds et à quoi sont dédiés ces fonds. Puisque les fonds sont avant tout dédiés par rapport à une politique. Et nous, c'est pour ça que je me concentre vraiment sur la notion des politiques, parce que il faut comprendre ces politiques pour pouvoir après mieux appréhender ces fonds qui sont dédiés et pourquoi elles sont dédiées. Parce qu'effectivement, on n'arrive pas à tout capter, parce qu'il y a beaucoup de spécificités. Les dossiers, bon, ça ne se remplit pas comme ça au pied levé du jour au lendemain. Il y a beaucoup de spécificités. Est-ce qu'on est bon à ce niveau-là, déjà? Au niveau des fonds européens, alors, il faut savoir qu'au niveau des fonds européens, je ne voulais pas trop entrer dans les détails, mais c'est la responsabilité de la région, donc c'est à eux vraiment de répondre à cette question et pas à nous. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une vraie volonté que les choses s'améliorent et les résultats, même si on aurait envie que ce soit peut-être beaucoup plus grand, mais les résultats montrent qu'il y a un effort qui est fait et il y a une restructuration même en interne pour pouvoir s'améliorer. Donc, je pense que d'ici quelques années, on sera dans de très bonnes voies et la population peut-être sera un peu plus satisfaite à ce niveau-là. Quand vous allez à la rencontre de la population, ou bien qu'ils viennent vous voir, est-ce que vous voyez qu'il y a une plus grande maîtrise de ce que c'est l'Europe, des interactions qu'on a avec l'Europe, ou il y a toujours ce flou où on sait qu'on est régi par l'Europe, mais bon, on ne voit pas trop l'impact que ça a sur nous? Ben justement, en fait, c'est un peu là où je vais essayer d'intervenir un tout petit peu, c'est-à-dire que d'essayer d'emmener l'information à la population, puisque c'est vrai qu'en tant que Guadeloupéen, déjà, comprendre qu'on est français et comprendre qu'on fait partie de l'Europe et que toutes les politiques en fait, que mène l'Europe en fait, nous impactent directement ou indirectement. Et il s'avère que la population, souvent, en fait, a l'impression d'être un peu... laissé pour compte, en fait, n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe. Clairement. Et alors qu'il y a, en fait, des opportunités. Il y a des opportunités, en fait, pour nos porteurs de projets. Et justement, mon rôle, c'est d'essayer d'animer un peu tout ça. C'est-à-dire d'emmener, en fait, là où il y a la population, ces informations-là. Donc, Christiana fait un super grand travail aussi sur les réseaux et puis fait en sorte qu'on soit ici aussi avec vous pour faire que l'information circule. Mais nous, on doit être aussi sur le terrain. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a des événements, on essaie d'être le plus que possible présent pour emmener l'information justement à la population. Ce qu'on aimerait, c'est un peu chatouiller les consciences. On aimerait peut-être... Mais prendre conscience déjà de l'importance de l'Europe. C'est parce que ça nous paraît très lointain, mais concrètement, c'est pas que le droit européen supplante le droit français, mais concrètement, ce qui est voté au niveau européen est appliqué de fait en France. Et donc, autant on doit consulter ce qui se passe en France, mais autant il faut être au fait de ce qui se passe en Europe, puisque ça découle directement sur nos politiques publiques. On doit effectivement savoir que de toute façon, on est impacté, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et qu'on est impacté. Et on va dire la première démarche, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qui nous impacte, de savoir comment. Et je pense aussi que la génération en fait, future, celle qui est en train de grandir, il faut en fait susciter des vocations, il faut donner envie aux personnes en fait, de s'intéresser à ce qui se passe à l'international, puisqu'on est dans un monde qui est, on va dire, globalisé, et il y a des interactions, et puis ça, c'est notre travail en fait, et c'est surtout mon travail aussi sur le terrain. Donc un travail d'ouverture finalement. Exactement. D'ailleurs, je voulais poser une question à Mika et à Christiana. Si on est amené, voilà, juste pour le projet, je souhaite vous contacter, que ce soit dans un lieu ou sur les réseaux sociaux, je dois m'y prendre comment Est-ce que vous avez un site web ou au-delà des réseaux sociaux ou alors un local de disponible pour qu'on puisse... Alors, ce qui est bien en fait aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui en fait, il y a Internet, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a le mail. Il y a le choix. Il y a du choix. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé en fait d'avoir un lieu physique
pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir en fait demander ce qu'on a demandé. Donc effectivement, nous, on peut nous contacter par exemple sur notre mail, par exemple à meg.guadeloupe@gmail.com, mais C'était sur la fiche. c'est sur la fiche, effectivement. Est-ce qu'on peut mettre... ah voilà. Voilà. Et on a aussi un Instagram, on a aussi un Facebook. Donc, il suffit de taper Meg Guadeloupe et vous allez tomber en fait dessus. Vous allez voir tout ce qu'on fait. Et on a aussi d'autres projets, mais pour cela, en fait, ce sera par la suite. Mais ce qui est important de savoir, c'est que on a surtout en fait une newsletter. C'est-à-dire, dans cette newsletter, en fait, c'est pour nos abonnés. Donc, vous pouvez vous abonner. Vous n'êtes pas encore. C'est pour nos abonnés, en fait, pour donner des informations, en fait, des dernières nouvelles, en fait, de l'Europe. On a une newsletter aussi qui parle de ce que nous faisons. Et donc, si on a envie, en fait, de toucher du doigt, en fait, les petites choses subtiles, au lieu de, on va dire, lorsqu'on va regarder le journal, on a juste les informations globales. Ben là, au moins, en fait, avec notre newsletter, on peut avoir des petites informations, en fait, peut-être auxquelles on était passé à côté. Et puis là, en fait, ça fait vraiment la différence. Donc, nous, on est présents sur les réseaux, donc vous pouvez nous voir. Donc, vous faites hashtag MegGuadeloupe. Et puis, vous allez tomber sur nous, assurément. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près quelle est la dernière actualité, justement, en termes de ce qui se fait en Europe, qui s'applique justement sur notre territoire, par tout hasard? Alors, la question, c'est une très bonne question. J'étais en train de lire un article justement dessus qui parlait de la notion des émissions de CO2. Donc, j'ai pas encore tout lu, mais en tout cas, ça rentre un peu dans la dynamique de la PPE qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Donc, le programme pluriannuel de l'énergie pour éviter les cycles, parce qu'on en a beaucoup. N'est-ce pas? Et voilà, et la notion justement aussi de, comment on dit ça, où on utilise plusieurs façons, plusieurs... La transition écologique? Non. J'oublie le terme. On utilise en fait par exemple l'éolien aussi. Et la géothermie, par exemple. Le mix énergétique. Donc toutes ces choses en fait ça rentre aussi dans les politiques européennes où on voit qui sont mises en place dans ces derniers jours, mois, etc. Et puis la notion d'émission de CO2, si on doit s'arrêter vraiment dessus, ça rentre aussi dans la volonté donc toujours de la PPE ou les véhicules un peu plus propres. Donc, et voir pour faire entrer un peu plus de véhicules électriques, plus de véhicules hybrides. Donc, voilà. Donc, ça, il y a quelque chose qui a été voté. Donc, moi, j'ai pas eu le temps de le lire parce qu'on a été appelé. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont été votées aujourd'hui par rapport à cette notion d'émission de CO2. Et donc, on voit que même sur notre territoire, ça aura un impact dans les prochains mois, voire années. Donc, vous allez au-devant de la population, au-devant des entreprises, concrètement pour leur dire, bon, préparez-vous, dans quelques années, le thermique, c'est terminé, orientez-vous plus vers des véhicules hybrides ou des véhicules électriques. Alors, comme a dit mon vice-président, c'est au niveau de notre newsletter. Donc, c'est des informations qu'on va ramener au niveau de la newsletter. Donc, après, bien sûr, on a un public qui est différent. Il peut y avoir des professionnels, des jeunes étudiants. Donc, on essaie de mettre le plus d'informations qui pourraient les concerner, ce public. Et donc, du coup, forcément, ce type d'information sera dans notre newsletter de manière générale. Je suis déjà sur vos réseaux, n'est-ce pas? Je suis en train de feuilleter ça depuis tout à l'heure. Et je vois que vous partagez aussi, par exemple, des actualités, des informations, par exemple, sur une poursuite de la Commission européenne, ou bien des défis qui seraient lancés. Donc, tout ce qui touche à l'Europe, vous communiquez dessus. Oui, c'est Exactement. ça. Ok. Moi, je me pose la question par rapport, par exemple, à TikTok et ChatGPT. Est-ce que ça fait partie aussi des soucis que l'Europe, en tout cas, des problématiques qui pourraient justement faire en sorte que ces réseaux sociaux ne soient plus applicables par chez nous parce que l'Union européenne aura décidé que, voilà, étant donné le manque de clairvoyance ou une mauvaise influence qu'il pourrait avoir sur l'ensemble de la population européenne, bon ben voilà, on met out. Mais est-ce que même en Guadeloupe, on sera impacté ou du fait qu'on est proche des États-Unis, donc ça va prendre plus de temps? Enfin, peut-être qu'elle est trop technique ma question, mais faut savoir que bon, là on touche déjà un peu à la géopolitique, d'accord? Puisque faut savoir qu'il y a des décisions qui ont déjà été prises
par exemple, en ce qui concerne en fait tout ce qui est fourniture, par exemple chinois, tout ce qui est fourniture chinois en fait de communication et puis de connexion, par exemple Internet, etc. Mais là, c'est vraiment des domaines en fait qui touchent à la géopolitique. Donc, on préfère rester en fait sur les choses qui touchent plus à nos artisans directs, à notre population, nos politiques en fait, notre politique locale. Donc ça, en fait, on préfère apporter ça directement à la population. Je pense que vous, de toute façon, tout à l'heure, vous allez en parler. Je pense que vous pourrez... parce que, en fait, on va dire notre population, quand ils sont par exemple sur TikTok, ils sont juste contents d'être sur TikTok et ils ne se posent pas plus de questions sur les impacts et les affrontements qu'il y a entre le monde européen et puis le monde asiatique, par exemple. J'avoue que c'est pas leur première préoccupation, ça c'est sûr. Je vois aussi que vous vous intéressez par exemple aux journées européennes de la musique ancienne, donc vous agissez aussi sur la culture, Pascal ? Alors oui, effectivement, on s'est intéressé cette année aux différentes dates qui, pour nous paraissaient importantes, puisque c'est sûr que la musique chez nous est un vecteur très important au niveau de notre patrimoine. Et donc l'idée, c'était d'impliquer un peu le public, en tout cas sur les réseaux, pour qu'ils puissent partager avec nous les musiques qui les touchaient le plus. Donc on a eu quand même pas mal de petits retours en privé et aussi directement sur la page. Et on a beaucoup apprécié justement ce partage. Donc vous jaugez aussi la population. C'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans une notion de communication et de partage. Donc, nous, on emmène aussi des informations, mais l'idée, c'est de pouvoir communiquer ensemble et de partager ensemble. Des spectateurs ont pu voir que vous faites des partenariats, par exemple, avec la Chambre des métiers et d'artisanat. Dans quel cadre ? Oui, alors là, c'est par rapport à la soirée de lancement. Je te laisse en parler. Alors, pour le partenariat en fait, avec la Chambre des métiers, puisqu'il faut savoir que en Guadeloupe, il y a énormément d'entreprises en fait, qui se créent. D'accord. Il y a la Chambre des métiers, certes, il y a aussi... au niveau de la CCI. D'accord, mais au niveau de la Chambre des métiers, c'est vrai que c'est nos petits artisans, entre guillemets, d'accord, mais qui sont ceux qui font vraiment marcher, en fait... la société guadeloupéenne, d'accord, qui amène un peu d'argent. Et puis parfois, ces entreprises-là, en fait, ne sont pas au courant aussi de certaines choses, ne sont pas au courant de comment ils peuvent être accompagnés pour leurs dossiers et autres. Et nous sommes là justement pour faire des partenariats, montrer que, écoutez, il y a des personnes qui sont là, des professionnels qui peuvent vous aider en fait à monter vos projets. Et quand je pense à ça, je pense par exemple aux pêcheurs, parce qu'il faut savoir en fait que le mois prochain, en fait, c'est un mois aussi qui est dédié en fait pour le mois européen en fait à la pêche. Et il y a beaucoup en fait de nos marins pêcheurs etc qui ne sont peut-être même pas au courant. Donc ils peuvent se rapprocher. Il y a en fait, beaucoup d'évolutions des normes pour les marins pêcheurs au niveau européen. Donc il va falloir suivre ça de près. Et puis comme ça ils auront les informations pour aller diriger vers les bonnes personnes et les bons acteurs en fait pour pouvoir avoir les bonnes informations. Et il faut savoir aussi que le mois prochain en fait c'est le mois de l'Europe, hein, le mois de mai, c'est le mois de l'Europe. Et à cette occasion justement on a une collaboration avec Agriculture de Bout, je ne sais pas si vous connaissez, la ville de Sainte-Rose. C'est l'association qui organise le marché de Sainte-Rose. Donc chaque dernier samedi du mois. D'accord. Et puis à cette occasion, en fait, avec Mme Charabi, on sera en fait sur la place de Sainte-Rose et on sera là aussi pour apporter l'information en fait, à la population, surtout en fait aux jeunes enfants, puisque c'est eux notre avenir. Donc il y aura en fait des petits jeux, des petites choses en fait qui seront préparées pour les enfants, des activités en fait autour de l'Europe pour leur permettre en fait d'appréhender tout ça. Et ça se trouve peut-être qu'il y aura en fait des futurs politiciens qui seront je sais pas moi, à la Chambre européenne ou bien qui pourquoi pas. Des lois. Donc on est là en fait pour apporter l'information en fait à ces jeunes personnes. Et donc aussi pareil, on a voulu que ce soit sur le marché parce que sur le marché il y aura aussi, on a nos agriculteurs, on a nos maraîchers. Et donc faire aussi que ces personnes-là aussi soient au courant en fait, d'un certain nombre de solutions que l'Europe met à leur disposition et que pour certains, en fait, ils font ce qu'ils font sans vraiment savoir. Donc voilà. Beaucoup de compléments d'information. Dernière question. Franchement, beaucoup de choses ont été dites. En tout cas, la question... Enfin, moi, je me dis, tu vois,
C'est vrai que l'information, c'est ce qui fait beaucoup pécher, en tout cas sur nos territoires en général, c'est-à-dire la communication. Et je sais que justement, il y a des structures comme la vôtre qui essaient justement de pallier à ça, de faire en sorte que les gens puissent être au courant pour avoir les outils comme il faut pour pouvoir les utiliser par la suite. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que ce que je souhaiterais, c'est que parmi nos politiciens, notamment les mairies, etc., qui justement s'ouvrent un peu plus à ce genre d'initiative pour pouvoir informer au mieux la population, parce que mine de rien, les mairies sont directement en contact avec l'ensemble de la population en termes d'information. Je pense notamment au maire des Avimes, qui chaque fois qu'il a une information, il envoie ça sur WhatsApp à tout le temps. C'est incroyable. Il communique tout le temps. C'est incroyable. Franchement, moi je le félicite. Je le félicite parce que dès qu'il se passe un truc dans sa commune, dans la minute, voilà, il envoie des messages. Ça, je ne sais pas s'il faudrait quelque chose de similaire, ou en tout cas la news est parfaite. Hein. Je ne sais pas si WhatsApp serait une alternative. Il faut une newsletter WhatsApp, une newsletter Telegram. Enfin, il faut que les informations arrivent sur tous les réseaux. Parce que vous voulez rajeunir. Il faut savoir aussi que tous ceux qui sont adhérents en fait, à l'association, on a un groupe WhatsApp. Ils sont directement en fait, ajoutés sur le groupe WhatsApp. Donc, du coup, en fait, les informations, etc., leur arrivent en fait, directement en main. Et s'il doit y avoir quelque chose, par exemple, si on doit les renvoyer, par exemple, vers notre Instagram ou bien vers notre Facebook, on peut aussi les renvoyer comme ça. Donc voilà, on a tout mis en place pour pouvoir donner l'information à la population. Et l'objectif, excusez-moi juste pour compléter, l'objectif est avant tout aussi d'échanger. Donc sur ce groupe, ceux qui sont adhérents informent aussi ceux qui sont dans ce groupe. Donc ça ne vient pas forcément de nous, en tout cas du bureau, ça peut venir de tous les membres de manière générale. Ça crée une synergie, une communication un peu globale. Et une dernière petite chose, est-ce que éventuellement vous pouvez chuchoter aux oreilles de tout le monde afin qu'il y ait un renforcement des programmes Erasmus et d'échanges scolaires européens, parce que c'est bien de vouloir former les jeunes à l'Europe, mais ce serait bien qu'ils touchent du doigt aussi un peu ce que c'est l'Europe et les pays qui forment effectivement ce groupe. Non, mais la question, elle est parfaite, parce qu'effectivement, on a fait un partenariat avec le Pôle emploi et l'Université des Antilles Guyane, des Antilles, voilà, excusez-moi, des Antilles, toutes mes excuses. Et donc pour l'Erasmus Day, donc on avait fait ce partenariat qui s'est extrêmement bien passé, c'était sur 2 jours. On a eu des retours, de très bons retours. Et il faut savoir qu'avec l'association CKB, on fait de manière régulière des échanges. On va dire, c'est vraiment un partenaire dans notre association et qui, eux aussi, proposent l'Erasmus+, à leurs membres. Et il faut savoir que même dans les membres actifs de l'association, il y a ceux qui partent dans le cadre d'Erasmus+, pour le transfert de compétences. Donc c'est vraiment quelque chose de très très large. C'est pas que les étudiants, c'est pas que les jeunes, c'est vraiment tout le monde. Ça peut être une personne qui est demandeur d'emploi, ça peut être une personne qui est en licence, master et qui a envie de faire un échange. Tout est possible. Merci beaucoup en tout cas à vous deux de nous avoir présenté cette Maison de l'Europe qui est basée donc à Bemao, mais vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram. Si on vous contacte, on peut aussi effectivement donc être dans la newsletter ou être dans votre WhatsApp. En tout cas, on peut vous joindre. Les deux. Si on peut remettre l'affiche. Vous êtes effectivement donc en charge de communiquer sur les spécificités européennes, les évolutions également auprès de la population lambda, mais aussi auprès des entreprises. Donc on invite les téléspectateurs effectivement à se rapprocher de vous s'ils veulent avoir des réponses à leurs questions concernant le fonctionnement européen, puisqu'on en fait partie. Il n'y aura pas de Frexit. On n'est pas comme les Anglais. On ne va pas sortir de l'Europe. Donc il faut commencer à s'y mettre. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. On se quitte pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau.
De retour dans le Focus, nous sommes toujours avec nos observateurs du mardi, en l'occurrence Daryl et Mehdi. En première partie, on a parlé donc de la Maison de l'Europe, de ses attributions ici au Guadeloupe, auprès du public particulier, mais aussi des entreprises. Et pour cette deuxième partie, on va continuer sur la thématique de TikTok, puisque tu as voulu ouvrir le débat dessus, Daryl. C'est incroyable ce qui se passe actuellement. Dis-nous. Avant de parler de TikTok, il y a une information que je voudrais faire passer. Là, c'est beaucoup plus local. Et justement, par rapport à l'affaire Claude Jean-Pierre, il y a justement la structure Le Mire Guadeloupe qui a mis en place un événement, si on peut mettre l'affiche à disposition, qui aura lieu à Goyave, dans un dîner-débat. J'attends que voilà, un dîner-débat qui aura lieu à Goyave, justement, le 28 avril. Par rapport à l'affaire Claude Jean-Pierre, ce sera l'occasion pour permettre à la population de se concerter et de discuter sur comment est géré tout ceci et voir faire en sorte de se donner une éducation de telle sorte que plus jamais ce genre de choses puisse avoir lieu d'être ou en tout cas puisse prendre autant de temps. Est-ce que la mobilisation en soi pourra empêcher des bavures policières? Peut-être pas empêcher, mais en tout cas, il y aura une meilleure réaction parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup on va dire, on ne sait pas comment agir vis-à-vis de ça. Moi-même, ça a été une toute première sur le territoire d'entendre que quelqu'un meurt à la suite d'une intervention de 2 policiers, 2 gendarmes. Et l'occasion sera là pour justement de se concerter, voir un peu le ressenti de tout le monde et surtout voir comment on peut faire en sorte de mieux réagir face à ce genre de situation, que ce soit juridiquement ou autre. Donc voilà, donc c'était cette information que je voulais faire passer. On verra. Moi je dis qu'il faut en parler, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Après notre réaction face à l'injustice, comment travailler sa réaction face à l'injustice? C'est pas facile. C'est pas facile. Même notre rapport, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où même les élus, il y a eu une partie de la population qui se posait la question comment se fait-il que nos élus prennent du temps avant de réagir face à cette gravité. Et c'est vrai que ça permettra même vis-à-vis d'eux, mais aussi vis-à-vis de nous, de savoir à peu près quelles sont les meilleures mesures à mettre en place pour faire en sorte qu'on puisse se faire entendre le plus rapidement possible pour que qu'il y ait plus ce genre d'affaires, en tout cas qu'il y ait moins de temps d'attente et qu'on puisse justement passer par autre chose, parce que ça va faire maintenant 2 ans, 3 ans maintenant. On va sur la 3e année. Voilà. Bon, là, ça fait déjà effectivement 2 ans que l'enquête est ouverte. Là, on a en fait le nom des 2 gendarmes. Malheureusement, je ne les ai plus en tête et tout. Chose que je trouvais que ça prenait beaucoup trop de temps à ne pas être divulgué, sachant qu'ils ont été rapidement expatriés. Donc, voilà, c'est tout ce genre de choses où, à l'avenir, que ça soit... Bon, ça me fait un peu de mal de dire ça, mais que ce soit une leçon de telle sorte que les générations qui précèdent n'aient plus à... qui nous succèdent qui vont nous succéder ne puissent plus avoir ce genre de manque de réactivité, je dirais ça plutôt. Manque de réactivité. Voilà. Donc, c'est vrai, après avoir discuté ça de manière cela, revenir sur TikTok, ça va être un peu... ça va être un peu compliqué. Mais bon. C'est vrai qu'il faut parler de ce genre de choses, puisqu'il y a eu un revirement de situation. Le procureur Xavier Sicot demandait le non-lieu dans l'affaire. Le juge d'instruction, finalement, a refusé ce non-lieu et a décidé de continuer les investigations. Donc, ça veut dire qu'il y a matière à... tu l'as dit, on a annoncé effectivement qui étaient finalement les 2 gendarmes mis en cause, donc on a l'impression d'avancer. Mais c'est vrai que je comprends le point de vue de devoir échanger pour se préparer, mais comme je te le disais, se préparer face à l'injustice, ça peut être compliqué, puisque tu ne sais pas du tout ce qui va se passer, en fait, ou comment ça va se présenter à toi. Regarde, la famille de Claude Jean-Pierre était légitime à demander justice. Ils ont quand même poireauté pendant 2 ans pour avoir quelques petits éléments de réponse. Et force à eux, sur une scène qui a été filmée intégralement. Intégralement, et justement, force à eux de continuer toujours à aller dans ce sens, parce que malheureusement, j'ai entendu dire, après avoir justement
suivi cette affaire, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes de violences policières, voire même qui ont perdu des membres de la famille. D'ailleurs, il y a un homme en manifestation qui a perdu un testicule cette semaine. Donc on a dû lui faire une petite ablation d'un de ses testicules puisqu'il s'est pris un flashball dans les parties intimes. Donc violence policière, ça, il y en a beaucoup. Mais comme généralement, pour la majorité des cas, il n'y a pas l'avantage d'avoir une caméra qui filme toute la scène ou des témoins qui puissent affirmer de leur bonne et due forme que ça a eu lieu et que justement il faut répondre comme il se doit. Donc en tout cas, je suis satisfait sur un point, c'est que ce n'est pas lâché. Il n'y a pas eu de relâchement vis-à-vis de ça et qu'à un moment ou un autre, on verra, j'espère en tout cas qu'on verra le bout de cette histoire et qu'on pourra en fait se dire que ce monsieur au moins aura eu ces deux personnes concernées entre les barreaux et que surtout sa fille puisse passer enfin à autre chose. Surtout parce que souvent on a envie de passer, on a la vie. Voilà, c'est des objectifs qu'on a envie d'atteindre, c'est beaucoup de choses et rester cantonné justement à quelque chose qui n'est pas fait comme il le faut parce que la justice prend beaucoup de temps ou refuse de faire les choses comme il faut, ça fait qu'on a l'impression de rester tout le temps dans le passé. Alors que l'idée, c'est toujours d'avancer. Il faut effectivement que cette famille puisse se reconstruire après 2 ans de lutte acharnée pour obtenir justice et réparation suite effectivement au décès de Claude Jean-Pierre. On va clore effectivement cette partie. On va revenir donc sur TikTok puisque effectivement le réseau social affole l'Occident, les États-Unis, mais les Français aussi, l'Union européenne, qui sont craintifs parce qu'apparemment TikTok serait une application mise au point par les Chinois pour abrutir la planète entière. Pas seulement. En fait, ce qui est reproché à TikTok, c'est que le gouvernement a des parts de l'entreprise et qui dit plus est, quand on connaît un peu le fonctionnement du système chinois... c'est les communistes. Voilà, c'est les communistes. Normal qu'ils aient des parts. Quand le gouvernement a une part dans une entreprise, c'est son entreprise. Hein. C'est limite leur entreprise. Il y a eu, je me rappellerai de cette affaire, enfin, il y a eu 2 affaires. Je prends le cas, par exemple, d'Alibaba, où il y avait le président d'Alibaba, fortuné comme il était, a voulu, soi-disant, remettre... Enfin, il a voulu communiquer au monde comme quoi la Chine doit justement se renouveler parce que maintenant, ce qui est appliqué actuellement revient du passé. Le gars a disparu pendant 4 mois. Et les 4 mois après, quand il est revenu, il a dit « Bon, je suis allé trop loin, excusez-moi » et tout. Enfin, bref. Et là où je veux revenir, c'est que pour l'application TikTok, le président justement de l'appli a eu justement une remarque du gouvernement qui leur expliquait que oui, ils étaient déçus de voir comme quoi il y avait des propos insultants qui venaient assez souvent sur la plateforme. Et le président, comme il se doit, il s'est excusé pendant 1 heure face aux caméras pour dire que je suis terriblement offusqué, désolé de cela. Nous allons justement faire tout ce qu'il faut pour que ça n'ait plus lieu. Et même pas 2 semaines après, il y a eu 5000 personnes qui ont été embauchées pour mieux gérer justement l'application TikTok. Mais là où je veux en venir, c'est que ce qui est reproché à TikTok, c'est qu'actuellement, l'Union européenne a peur que, les Américains aussi, ils ont peur que TikTok soit un sorte de cheval de Troie pour pouvoir, si tu veux, mieux guider, mieux orienter à la modèle chinoise pas leur hégémonie. Donc influencer globalement, qu'ils influencent la jeunesse et qu'ils les tendent à devenir un peu comme des Chinois. Exactement, en tout cas... pas exactement comme le gouvernement aurait souhaité, les gouvernements respectifs, parce que chaque gouvernement a pour principalement fonction de guider justement sa population, notamment sa jeunesse, pour pouvoir justement atteindre leurs propres objectifs. Et si un pays étranger justement
fait barrage à cela, forcément ça pose problème. Et TikTok justement, même pour ceux qui ne le savent pas, a l'une des fonctionnalités d'IA les plus performantes au monde. Il y a eu les plus grands justement ingénieurs en termes d'intelligence artificielle qui travaillent justement pour cette entreprise. Et il y a ce reproche qui est vu qu'elle est en train d'enregistrer énormément d'informations sur le téléphone, que ce soit lorsqu'on défile les vidéos, etc., lorsqu'on met un j'aime et tout, que ces données soient envoyées en Chine pour pouvoir être étudiées. Et ensuite, une fois qu'ils sont étudiés, on peut facilement vous faire un profil de vous-même et de là, potentiellement savoir qu'est-ce qu'il faudra vous dire pour pouvoir vous orienter quelque part. Alors, est-ce que tu trouves que c'est pas hypocrite de la part des pays européens, puisqu'on a appris dernièrement, après le rachat de Twitter par Elon Musk, que le FBI et la CIA avaient accès à toutes les données de Twitter, sauf que, y compris les données personnelles. Je dis pas le contraire, sauf tu sais, comme c'est du linge sale en famille, ça passe plus. Linge sale en famille. C'est comme ça en famille, parce que ça reste quand même, voilà, l'Occident, etc. Quand je parle de l'Occident, je prends aussi les États-Unis dans le lot. Donc forcément, quand c'est un problème interne, ça se règle interne. Là, quand il y a un autre pays qui n'a rien à voir avec eux en termes... que ce soit économiquement, mais c'est surtout que c'est un peu leur adversaire. C'est surtout tout, ça. Avec la Russie pour les États-Unis et tout. Donc forcément, ça pose problème. Et ça a même posé justement un problème hors européen à l'Inde, vis-à-vis de TikTok, qui a interdit l'application. Ça a été d'ailleurs le premier pays à interdire complètement l'application sur leur territoire, parce que ça a vu qu'il y avait ce souci d'informations qui pouvaient être récupérées justement par l'État chinois. Donc ça a créé un conflit armé entre les deux pays, et de ce fait, tout de suite, en gros, le gouvernement indien n'est pas passé par quatre chemins. Ils ont dit non, on ne veut plus de ça, et voilà, point très. Or, faut bien comprendre, TikTok, là, c'est une application en chinois qui touche, je compte même pas les Chinois pour te dire, qui touche 1,5 milliard de la population mondiale en chinois. Donc, ça fait beaucoup d'utilisateurs, de données, surtout que la tranche d'âge se situe entre... Normalement, on te dit qu'il faut avoir 13 ans pour pouvoir toucher cette application, mais souvent, j'ai vu des enfants de 9 ans, 10 ans qui plus jeunes que ça. Voilà. Donc, sachant que les parents ne sont pas très regardants de ce que regardent leurs enfants, donc si vous ne savez pas ce que votre enfant auquel il est en train de s'éduquer, c'est potentiellement le gouvernement chinois qui est en train de faire l'éducation de votre enfant. Donc là, actuellement... Est-ce que tu penses que c'est vraiment l'inquiétude? Une inquiétude que le gouvernement chinois s'occupe de l'éducation à travers TikTok? En soi, moi, j'estime que, tu vois, on est un peu le résultat de ce qu'on a mangé lorsqu'on était gamin. Tu vois? Donc, forcément... Bien ou pas bien, ça c'est les générations qui nous précèdent, enfin qui sont après nous, eux ils vont nous dire in fine que eux, ils n'ont jamais eu de soucis, etc. Et ils vont te dire que voilà, mais il y a une manière de passer, une manière de penser autre qui devrait justement mieux émerger. Ça peut... C'est ce qui est arrivé. Je prends pour nous, par exemple, le domaine de jeux vidéo. Là, on est en train de le mettre en avant sur le territoire, mais il y a quelques générations de ça, personne ne se disait que voilà, les jeux vidéo pourraient justement être quelque chose qui pourrait être applicable sur le territoire guadeloupéen. Peut-être que dans les années à venir, on verra peut-être un peu plus de restaurants chinois qui vont pop. C'est un exemple, tu vois. Donc, sincèrement, moi je dis aux gens... C'est trop tard. Vraiment, vous inquiétez, les gens commencent à s'inquiéter de la présence des Chinois à l'international. Il n'y a pas une ville dans le monde où il n'y a pas un restaurant chinois, un bazar chinois ou une supérette. Fin du quai. Il n'y a pas une ville dans le monde. Ok. C'est même pas récent que les gens se méfient des Chinois. En vrai, clairement. Il suffit d'avoir les téléphones chinois. Comme c'est chinois, ah là là, c'est vrai. Faut faire attention, on envoie des données. Ça fait longtemps déjà, surtout les États-Unis en plus. C'est clair. Donc je pense que peut-être sûrement à chaque fois, ils vont essayer de trouver des prétextes
pour se questionner sur l'utilisation des données avec les Chinois. Même, j'ai vu que récemment, l'Union européenne a mis... Bon, là, c'est moins ciblé chinois, hein, mais ils ont mis sur surveillance à peu près toutes les grosses applications, les gros sites qui ont une grosse base de données utilisateurs, et notamment donc Twitter, TikTok. Et ChatGPT aussi, non? ChatGPT sûrement, mais j'ai vu qu'il y avait 19 systèmes qui étaient on va dire, analysés. Et pareil, enfin, moi je sais pas si tu penses que c'est un truc fait exprès juste pour contrôler ou pas, mais en vrai... même là, en vrai, c'est même pas ciblé chinois, hein. C'est vraiment toutes les applications, y compris Twitter. Parce que voilà, là où je vais en venir, c'est qu'il faut bien comprendre que l'intérêt d'un pays, c'est de, bon, je vais le dire de manière crue, c'est de pouvoir mieux contrôler sa population. Sa population. Les Chinois excellent déjà dans le domaine. Dans leur population. Mais si un pays arrive par n'importe quel biais, que ce soit, je parle des États-Unis, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de reproches aux États-Unis vis-à-vis de ça, qu'ils arrivent à avoir une influence sur d'autres pays via des applications comme TikTok, Facebook, etc., forcément, ça pose problème. Mais là où le bas blesse, c'est que souvent, lorsqu'ils se rendent compte que ça pose problème, il est généralement trop tard parce que forcément, vu qu'il y a une génération qui a souvent utilisé l'application depuis des années et tout, ben, faire comprendre que voilà, maintenant il faut faire machine arrière, voilà, c'est fini. Je prends même l'exemple aussi de ChatGPT. Je vais même donner l'exemple du Covid. Avant que le Covid n'arrive, on entendait, oui, voilà, il y a un nouveau virus, attention, etc. Mais comme la planète se disait, bof, c'est un problème chinois, ça ne nous concerne pas, il n'y avait pas eu rapidement d'inquiétude, de mesures prises, de mesures prises pour pouvoir justement faire en sorte que ce problème-là ne puisse pas avoir les conséquences telles que nous l'avons connu. C'est un peu le souci avec les IA actuellement, c'est qu'on sait que bientôt elles vont changer énormément notre manière de penser, l'emploi, etc. Mais étant donné qu'actuellement, vu que ça date de quelques mois, pour le moment, il n'y a pas eu énormément de réactions. Là, on est en train de se battre justement pour notre retraite, soi-disant. Mais je peux vous dire que même pas dans 1 an, 2 ans, peut-être que l'IA va mettre beaucoup vous envoyez à la retraite. Voilà, vous anticiper. Donc, alors, où en est-on de ce discours qui disait il ne faut pas s'inquiéter du développement de l'IA et de la robotique, de nouveaux métiers seront créés, ok, certains vont disparaître, mais de nouveaux métiers vont émerger. Là où le problème, c'est que la formation ne va pas aussi rapidement que malheureusement... D'accord. Et c'est ça où je reproche beaucoup, justement, on parle des universités, voire même, je prends l'exemple de Pôle emploi, mais en gros de tout ce qui est autour de la formation. On n'anticipe pas sur du 10 ans, 15 ans. Souvent, c'est sur du spontané. Mais ou du mandat. En fait, on réfléchit en mandat, 5 ans, 6 ans. Et c'est amatrice, ça, parce que il y a des étudiants qui sont en train de faire des études qui ne serviront à rien. Qui ne serviront à rien dans même pas 1 an, 2 ans. On est d'accord ou pas? Et je parle par exemple le secteur de l'économie, etc. Actuellement, il y aura des IA qui seront tellement plus performants que... On se pose la question, c'est quoi l'intérêt ? Il suffit de voir la business intelligence. Nous, on n'a pas besoin d'être très au fait de comment faire du prévisionnel ou quoi. On fait un algorithme. Il va calculer pour nous et boum, on fait quelque chose. J'ai aucune connaissance en économie et je peux faire ce genre de stats, de tableaux de bord, de trucs. C'est ça. Donc en vrai, et encore pire maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc il faut juste, comme tu dis, qu'on se concentre peut-être sur la formation et que ça aille plus vite. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de gens. Ouais, il faut qu'on aille voir un tel, qu'on ait des autorisations, qu'on ait des trucs. Et au final, ça avance pas et ça avance jamais. Pareil pour le nouveau bac là. Mais au final, encore dans quelques années, ils vont faire des modifications dessus. Ceux qui ont passé le nouveau bac, limite dans 5 ans, ce sera même plus assez valable pour qu'ils puissent avoir un taf.
Donc franchement, il n'y a rien qui va. Perso, moi, Moi, je vous rejoins. Mais comment Comme ça, alors. C'est Comme l'IA ça, qui t'appelle. Mais c'est vrai, on est déjà présent, c'est bon. Pour accrocher, là. Non, moi Non, mais- je suis entièrement d'accord avec vous. Ça fait des années que j'essaie de lancer le débat justement sur l'obsolescence humaine, sur le fait qu'on est en train de créer des choses qui nous dépassent, sans pour autant penser à la fonction de l'homme après. Moi, c'est ce qui me choque, c'est que ok, on a des révolutions technologiques qui vont faciliter notre travail. Donc tu l'as dit, tu peux être maintenant chef d'entreprise, n'avoir aucune notion d'économie. À la limite, tu n'as pas besoin de comptable, tu n'as plus besoin Ni de d'expert, secrétaire, ni de etc. secrétaire, de qui que ce soit. Tu as des applications qui gèrent tout pour toi. Tu sais, ça peut être lié à ton TPE, ça gère toutes tes transactions, tous les calculs, ça gère tout pour toi. Donc il y a des tâches en fait qui sont en train de s'effacer en fait. Les caisses dans les supermarchés, on pourra remplacer les caissières. On a parlé de la banque. Le métier de la banque va considérablement changer, puisque tu pourras passer par une IA pour faire ta demande de prêt, ta demande de crédit, ou La Poste avait demander... parlé de ça, justement. Bien, Ils mais ça, avaient l'IA qui pouvait... Ça arrive, c'est déjà prêt, mais je pense qu'ils ne savent pas encore comment dire aux humains, bon, soit vous vous mettez à côté, ou bien on vous recycle, puisqu'ils n'ont pas pensé au recyclage, justement. Bah, normalement, c'est de leur devoir de pouvoir... D'anticiper. D'anticiper. Mais il n'y a eu Et aucune c'est anticipation, on le sait. On le sait. Et c'est là où je souhaiterais qu'on ne soit pas dans la même position que le Covid, c'est-à-dire, voilà, on constate une situation, mais qu'on atteigne au moment où c'est fatidique pour faire... Mais c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Et c'est un peu... Je veux dire, il faudrait qu'il y ait un psychologue, un sociologue à ce niveau-là, sur le plateau télé, Ok. pour parler du biais cognitif, en tout cas de tout ce qui est normalité, etc. Tant que ça ne nous affecte pas, mais de manière profonde, on a du mal à réagir. Et ça, c'est quelque chose auquel nous devons faire beaucoup Mais clairement. parce que... On parlait d'Europe tout à l'heure. La plupart des gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Europe, alors que c'est l'Europe qui décide pour toutes les Et politiques quand il y a une qui sont décision menées. qui est prise, souvent, quand tu dis non, mais c'est pas comme ça, il y a eu sûrement des conseils, des C'est pas réunions, peut-être. mais comme tu n'as pas eu l'information, ou tu t'es pas intéressé pour avoir l'information, ou tu n'as pas cherché à lire l'information malgré qu'on te l'a envoyée, tu vas après rouspéter et te dire non, mais c'est pas ce qui... Alors qu'il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Par moment, il est trop tard. Pour les dirais IA, que pour moi, c'est pareil. C'est un problème général, en fait, en Guadeloupe. Non, On est tous dans le c'est constat, partout, c'est mais partout. on n'a pas de... On n'agit pas, en fait. Il y a pas de On est tous dans le projection. constat, mais on On n'a n'essaye pas pas de d'anticiper. projection. Il n'y a pas de politique en fait sur 100 ans, sur 200 ans. C'est ça. Vous entendrez aucun politicien parler de vision sur 100, sur un siècle, 2 siècles, 3 siècles en fait. De projets structurants, de projets fondateurs, il n'y en a pas. Vous le dites, il y a l'IA qui est en train d'arriver fort sur nous. Il y a le docteur Alexandre, qui s'est fait beaucoup remarquer pendant la gestion de crise Covid. Il est très pro-gouvernement. Et lui, effectivement, il s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies et consorts. Et il n'arrête pas de faire l'éloge de ChatGPT. Toute la journée, il ne parle que de ChatGPT en disant, il y a des emplois qui vont disparaître, préparez-vous. Si vous ne savez pas utiliser une intelligence artificielle dans l'avenir, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. En fait, lui, c'est vrai que... Non, mais je suis partage pas d'accord tous ses avec... points de vue. Je suis Mais- d'accord sur le point. Si vous tardez actuellement... Nous prie. il est bien, ça. Parce que je l'ai dit déjà que à novembre ou décembre, je crois, il y aura la nouvelle version de ChatGPT qui sera encore plus performant que Et ainsi de celle-ci est là. suite. De toute façon, Et c'est ainsi pas la de suite. dernière. Donc, moi, je dis à la population, commencez déjà à vous familiariser avec ce genre d'outils parce que ça va aller très 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 vite. Ne soyons Au-delà pas... de ça, la population sera tributaire. Daryl, tu le sais très bien. Oui, mais il faut se préparer. Le temps que les mises à jour se fassent. Essayer de se voir. C'est des politiques. Il faut qu'il y ait des politiques qui soient mises en place pour expliquer aux gens les nouveaux enjeux. Les enjeux du futur, justement. Je t'ai dit, moi, ça fait 10 ans, j'essaie de poser la problématique en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces êtres humains qui seront obsolètes comparativement à la machine Marx, lui, avait dit effectivement que le revenu du capital devrait, quand les machines remplaceraient l'être humain, que le revenu du capital devrait être redistribué et que l'humain devrait le percevoir. Là, on le sait très bien, ce n'est pas le cas. Les machines nous remplacent, mais le revenu du capital va aux actionnaires, pas à la population. Donc on va avoir une crise démente en fait dans les décennies à venir, avec des gens qui ne pourront pas se positionner parce qu'ils n'ont pas été formés, ils seront pas à la page, ils seront obsolètes de toute façon, et c'est
comme moi, dans 10-15 ans, clairement, en informatique, on est obsolète. Il faut dire la vérité. Et après, on va remplacer la population locale. Voilà. On a ouvert un débat là, on va le poursuivre la semaine prochaine. D'ailleurs, si on peut afficher l'image, qui est la dernière image, voilà, il y aura justement l'occasion de l'Outre-mer Girls Study qui aura lieu en Martinique, pour ceux qui auront la chance de venir en Martinique, justement qui aura lieu le 28 au 29 avril. C'est justement un événement pour mettre en avant la tech, notamment les femmes. Au féminin, les femmes dans la tech, notamment des Antillaises qui ont marqué justement à l'international via le domaine de la tech. Donc si vous voulez justement assister, venez justement, c'est pour mettre en avant ces femmes-là, montrer à la jeunesse qu'eux aussi peuvent être contributeurs de ce genre de domaine et tout, donc n'hésitez pas. Et on est en pleine dedans, donc c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup les gars pour ces débats de ce soir. On devrait poursuivre sur l'IA parce qu'il faut alerter la population, moi j'en suis persuadé. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Après la coupure pub, vous retrouverez Yves-Lise Boissé pour Politiquement Vôtre. Nous, on se retrouve demain. Bisous.